Bonjour à tous ceux qui sont prêts à participer à ce webinaire. Je m'appelle Maike et je suis la modératrice responsable de la plateforme sur laquelle nous sommes actuellement. Je voulais juste annoncer quelques points pratiques avant de commencer la réunion. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue que l'anglais, sélectionnez votre langue, s'il vous plaît, en bas à droite. Il y a un menu où vous pouvez sélectionner le français ou l'espagnol. S'il y a des problèmes techniques, cliquez sur le point d'interrogation en bas à gauche et vous aurez de l'aide technique et quelqu'un qui pourra vous aider à trouver une solution. Enfin, si vous souhaitez interagir avec les intervenants, vous pouvez écrire dans le chat. Le chat se trouve en dessous de la vidéo de l'intervenant. Merci de participer. Maintenant, je vais donner la parole à Bridget Burns, qui est la modératrice de cette session. Bridget, je vous donne la parole. Merci, Maike. Donc, merci à tous. Je m'appelle Bridget Burns, au cas où vous ne me connaîtrez pas. Je suis la co-directrice de l'Organisation de développement pour les femmes et une des coordinatrices de ce programme et une membre de l'Alliance globale pour l'action pour les femmes et aussi comment est-ce qu'on met des actions en place par rapport au financement climatique. Je vais parler de l'ordre du jour rapidement avant de donner la parole à nos intervenants. Je voulais d'abord vous donner un petit peu de contexte par rapport au programme en soi et les webinaires qu'on a déjà eus. C'est notre 4e webinaire maintenant et il y en aura un après, un peu plus tard. Je vais passer à la prochaine diapo. Très bien. Nous avons 3 intervenants aujourd'hui. On va parler de l'influence locale, l'organisation régionale, à quoi ça ressemble pour pouvoir surveiller et suivre le progrès de ce qui se passe dans les mécanismes de financement climatique ainsi que le Fonds vert pour le climat. Et ceci inclut donc différents acteurs financiers. Il y a Titi Soentoro qui vient de ASCI pour une justice écologique et une justice sociale à l'égard des femmes. Et Titi et mon collègue Dan aussi pourra parler d'une nouvelle publication qui a été lancée récemment qui montre les recommandations clés par rapport à quelles sont les stratégies clés, quelles sont les priorités pour investir et soutenir les actions au niveau local et les acteurs au niveau local pour avoir une influence sur les différents organes tels que le FVC. Ensuite, Julius Bhatia-Karaja qui va parler du travail qui a été fait en termes de la volonté des OSC à agir dans le cadre du FVC en Afrique. Il y a beaucoup donc de processus en place par rapport à la volonté de faire en sorte que les pays soient prêts et renforcer leur capacité à faire des programmes et aussi pour les OSC et les acteurs locaux pour qu'ils soient capables de mettre en place des structures, non seulement pour vraiment jouer ce rôle important, pour s'assurer que les projets et les propositions dans ces domaines représentent bien les besoins et les points de vue des gens dans les communautés. Et on veut donc changer les projets, les développer. Enfin, nous avons André Rodriguez Asuna qui va parler de l'action nationale, de différents points de vue, je crois, du point de vue de la société civile, mais aussi au sein d'identité également.
Je vais passer à la prochaine diapo. Je voulais juste vous rappeler des webinaires qu'on a eus avant celui-ci. Le premier webinaire, c'était une introduction à le financement climatique. On a partagé les expériences des différents groupes qui faisaient déjà partie du processus FVC et différents points de vue par rapport à quoi ça ressemblait. Ensuite, ce qui se passe aussi à travers le mécanisme tel que l'intégration de la dimension du genre. On a fait une analyse détaillée sur le fonds vert pour le climat, mais d'autres mécanismes aussi, tels que le fonds d'adaptation. Et enfin, nous avons aussi vu plus en détail à quoi ressemblent les accréditations FVC. Donc il y a des entités qui sont chargées de fournir des projets pour le fonds vert pour le climat. À quoi est-ce que le processus ressemble? Et est-ce que c'est une stratégie qu'on devrait considérer en tant que militant pour voir comment on peut donc être impliqué avec le FVC? Et ensuite, je voulais parler dans ce partenariat, comment est-ce qu'on pense aux différentes manières de créer une autonomie à l'intérieur, en interne et en externe. Et quels sont donc les mécanismes de financement climatique en général? Bien sûr, il y a un rôle important et de manière indirecte de comment est-ce qu'on peut faire du plaidoyer technique et comment on peut jouer ce rôle de surveillant. Comme beaucoup d'organisations de société civile font actuellement, se préparer aussi pour la réunion sur le climat, essayer d'envoyer des courriers, faire des analyses et voir ce qui a été proposé dans différents pays, faire des commentaires par rapport à cela, demander à comment sont les structures dans la structure actuelle, différentes politiques qui peuvent être mises en place, par exemple, les critères d'accréditation, etc. C'est un rôle critique et quelque chose qu'on essaie d'adresser dans ce projet en soutenant les militants qui participent à ces réunions. On peut aussi avoir un engagement direct donc, avec les entités accréditées ou les entités nationales qui créent des projets ou des propositions, aussi le potentiel d'accréditation pour les fonds spécifiques aux femmes ou à l'environnement, afin qu'on puisse être donc impliqué dans les différents projets dans ce domaine et pour qu'on ait accès aux fonds. Il y a aussi le changement aussi par rapport au modèle, comment interpeller ces flux qui entrent et qui n'entrent pas dans le financement climatique. Donc, il faut vraiment donc les interpeller s'ils n'entrent pas dans ce financement climatique et créer des campagnes sur comment est-ce que on peut déplacer l'argent dans différents domaines ou demander des modèles alternatifs. Si, après avoir fait du plaidoyer dans les structures, si on décide que les structures, s'ils n'ont pas peur donc d'avoir des structures alternatives qui pourraient créer donc un environnement de justice. Et c'est ça notre objectif. Donc, c'est un peu comment est-ce que on crée une autonomie. Les discussions que vous entendrez avec les différents participants, les différents intervenants. Juste quelques points logistiques par rapport au programme. Il y aura un autre webinaire après celui-ci. Et on espère qu'il y aura d'autres webinaires en août. Et pour tous ceux qui ont participé aussi, on aimerait avoir votre retour et penser au type de discussion que vous aimeriez avoir à l'avenir. On a eu nos premiers webinaires sur une autre plateforme qui ne proposait pas l'interprétation simultanée. On veut que ces informations soient plus faciles à accéder. Et on a 2 présentations de webinaires qui ont été traduites en espagnol et en français. Et on partagera ces informations avec vous après. Donc,
Maintenant, je vais donner la parole au premier intervenant, Titi Zoentoro, et je vais lui demander si elle peut partager avec nous ses expériences en 10 minutes, et ensuite on va poser des questions pour tout clarifier, et ensuite on aura une discussion avec les participants. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vais donner la parole à Titi maintenant. Merci Bridget. J'aimerais vous remercier tout d'abord de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous nos expériences en Indonésie. Avant de commencer, j'aimerais vous informer du fait que ce soir, c'est donc le dernier jour du Ramadan. Donc voilà, il y a beaucoup de bruit dehors. J'espère que vous pourrez être compréhensif s'il y a trop de bruit de fond. Donc, je veux juste vous donner un aperçu de la stratégie qu'on utilise. S'il y avait des stratégies, il y a donc 3 aspects qu'on doit prendre en compte. Qu'est-ce qu'on attend comme changement? Comment est-ce qu'on définit les stratégies? Et qu'est-ce qu'on a besoin pour soutenir ces stratégies? Donc, les changements attendus, c'est ce qui est difficile pour nous. Il y a beaucoup de questions. C'est vraiment un projet qui est spécifique, avec des politiques spécifiques. Si on parle des projets, s'ils veulent annuler un projet ou avoir une compensation, indemnité, il faut être clair. Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme objectif à travers le plaidoyer? Comment est-ce qu'on redéfinit notre stratégie? Comment est-ce qu'on définit l'intervention, les politiques, les contentieux? On veut voir aussi si on a besoin de faire des campagnes avec des actions directes également. Essayer de renforcer la solidarité, etc. Le troisième aspect qui est très important également, sans ça, on n'a pas la base. Donc, quel est le soutien des autres communautés? Si on n'a pas le soutien, pourquoi est-ce que c'est important pour une influence dans les différentes zones? Les différents types de recherche, d'investigation, recherche de faits. Si vous essayez de prendre vous êtes le décideur, vous devez avoir les preuves. Par rapport aux politiques aussi, il faut faire des analyses, etc. Donc, ces aspects sont très importants à considérer si on fait du plaidoyer. Donc, les stratégies de plaidoyer, d'après notre expérience, on doit combiner ces stratégies parce que il n'y a pas une seule stratégie qui est efficace pour tout le monde. Si on fait du plaidoyer, on doit changer les politiques, on doit être convaincant, on doit recevoir le soutien du public, le soutien également
de nos collègues et de notre réseau. Pour la stratégie aussi, la campagne, l'action directe, la mobilisation des personnes et le réseautage. Comme vous pouvez voir sur la diapo, il y a différentes activités de plaidoyer. C'est important aussi de savoir que le plaidoyer doit être honnête, c'est-à-dire absence de manipulation des données, c'est basé vraiment sur des preuves. Parce que si vous faites donc des manipulations de données afin d'obtenir plus de sympathie, et dans ce cas-là, on ne vous fera pas confiance. Si on ne vous ferait pas confiance, le plaidoyer échouera. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des preuves, se fonder sur des preuves, parler de ce qui se passe de manière correcte. Donc envoyer les emails à la BAD pour décrire des situations basées sur des missions de recherche de faits. D'autres exemples aussi, on est en train de récupérer des expériences des femmes par rapport à ces projets. Il y a donc différents projets. Il y a d'autres exemples aussi dans les médias, dans les entretiens, etc. Ce qui est important, c'est que quand vous fournissez les informations, si vous pouvez remettre les informations aux décideurs, ça devrait être basé sur les preuves, pas de manipulation de données et avoir les informations correctes. Alors, c'est important également de souligner ceci. Il y a des histoires, c'est les histoires des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin d'aide. Les histoires donc qui ont fait en sorte que la BAD a remis un fonds à Maïmo en Thaïlande. Il y avait donc 400 actes de décès d'autres villageois à cause de la pollution causée par la centrale au charbon. Donc on peut utiliser ces histoires pour convaincre le fait que les gens ont souffert et qu'ils ont besoin de changement. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut utiliser aussi pendant les réunions avec les décideurs. Et donc il faut avoir une réunion spéciale avec eux. Donc, un des exemples, c'est donc le plaidoyer. En Indonésie, vous verrez qu'on a utilisé toutes les stratégies possibles. Donc, on a fait donc la surveillance de projets, des documents, aussi par rapport aux préparations. On a demandé aux villageois s'ils connaissent les projets, etc. Et ensuite, on analyse toutes les informations
On obtient d'autres informations d'autres réseaux. Avec toutes les informations et les preuves, donc de la BAD, on a dit que quelque chose avait eu lieu avec le projet, qu'il n'est pas correct parce qu'il y a des problèmes par rapport à la violation de la sauvegarde, la corruption potentielle. Il y avait une question, est-ce qu'on a eu des réussites? C'est difficile de le voir parce que parfois, la stratégie, ce n'est pas l'objectif final, parce que la stratégie, afin d'obtenir la justice, on développe différentes stratégies. Si on dit que c'est une réussite, on doit apprécier ceci, faire attention également parce que la stratégie doit être développée. Alors, quels sont les messages à retenir? Donc, par rapport aux objectifs, notre objectif est que donc on travaille pour la justice pour les femmes et pour l'environnement. Le fait aussi qu'on a accès aussi à la prise de décision. Donc, on peut partager nos histoires. Finalement, ce sont eux qui décident de nos situations, les situations des personnes. On doit se rendre compte qu'on n'a pas le contrôle des décisions que les gouvernements et les banques prennent. Pour cela, nous ne devrions pas faire en sorte que notre espace soit réduit ou ralenti. On doit avoir accès et on essaie d'avoir le contrôle dans ce processus. Parfois, ce qu'on obtient n'est pas forcément une réussite, mais on doit apprécier quand même parce que l'accomplissement, même s'il n'est pas très grand, on peut voir comment est-ce qu'on peut obtenir la justice. Donc, dans le cas du projet en Indonésie, on ne peut pas dire qu'on a échoué parce qu'on a réduit la dette de l'Indonésie de 500 millions à 180 millions. Et les conseils d'administration de la BAD a été bon. On doit aussi avoir confiance en la force des personnes. Merci d'avoir écouté malgré tout le bruit de fond. Je vous donne la parole, Bridget. C'est très impressionnant, Titi. Et il est vrai que vous devez avoir dans le plaidoyer, même s'il y a des problèmes autour de vous et que les conditions ne soient pas complètement propices, vous continuez quand même. Donc j'aimerais vous remercier d'avoir partagé les différentes stratégies que vous avez utilisées
pour mettre en place l'autonomie et essayer de gérer les différentes prises de décision et les processus dans différents domaines. Et je crois que c'est l'une des leçons qu'on peut tirer de cela au fur et à mesure des années dans ce programme. On ne peut pas vraiment avoir une stratégie sans avoir différentes stratégies. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut obtenir de l'autonomie en interne et comment on peut faire partie du processus, créer un espace et aussi comment on peut penser aux objectifs structurels et des objectifs qu'on a finalement. Donc merci d'avoir partagé ceci, Titi. Maintenant, je vais juste donner la parole. Je voulais juste poser une question. S'il y avait des questions, je n'ai pas vu de gens poser de questions dans le chat. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous souhaiteriez demander à Titi? On vous posera d'autres questions à la fin. Je ne vois pas de main qui se lève, donc n'hésitez pas à réfléchir davantage. Je vais passer dès à présent donc, la parole à Julius pour qu'il puisse discuter donc, du travail qu'il fait en partenariat avec d'autres organisations. Merci beaucoup, Bridget. Je suis très honorée de pouvoir participer à ce webinaire. Je vais attendre que la présentation s'affiche maintenant. Merci. Donc, dans notre alliance africaine pour la justice climatique, nous travaillons au sein d'une alliance. Nous travaillons dans le cadre donc, de projets donc, pour la préparation au changement climatique. Donc, il s'agit de différents partenaires comme le Kenya, le Malawi, le Ghana, le Maroc et le Sénégal qui se sont réunis pour aider à renforcer la capacité donc, des OSC à se préparer donc, à la mise en place donc, de ce fonds vert pour le climat. Donc, nous nous préparons à l'implémentation de cela, mais il est important que ces sociétés, organisations de la société civile soient préparées à recevoir ce FVC. Donc, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nous devons nous engager au niveau national et intervenir au niveau local et national. Pour nous, il est important de comprendre qu'on prend des décisions au niveau international et au niveau global, mais il est important qu'elles soient appliquées au niveau national. Et donc, il est important qu'au niveau local et national, on soit préparé à appliquer les différentes décisions qui découlent de ces processus internationaux. Comme vous le savez, nous avons le Conseil donc, qui gère le Fonds vert pour le climat, qui considère différentes options d'investissement pour le fonds. Ce sont des décisions que nous pouvons influencer par rapport à leur implémentation au niveau des pays. Nous voulions aussi nous engager au niveau national parce que les pays ont finalement la responsabilité d'appliquer les politiques et les processus qui vont leur permettre d'avoir accès à ces fonds d'investissement. Si vous voulez mener une action, il faut que vous vous engagiez de manière significative dans le processus au niveau de votre pays. Vous assurez que la société civile puisse influencer différentes décisions de façon à obtenir des résultats qui seront les meilleurs pour notre communauté. Donc, quelqu'un m'a posé la question de savoir comment nous commençons à nous engager avec le Fonds vert pour le climat. Nous sommes basés sur notre expérience au niveau de différents projets et tout d'abord nous nous intéressons aux besoins donc
des organisations de la société civile de bien comprendre le Fonds vert pour le climat et également de comprendre les processus. De la même façon que les agences gouvernementales donc, et les entités désolé, le son est extrêmement mauvais. Nous demandons aux organisations de la société civile nous demandons donc à ces organisations de savoir s'ils veulent s'impliquer. Et également, nous leur demandons dans quelle capacité technique et ils veulent s'impliquer et ensuite quel type de connaissances ils ont besoin pour s'impliquer. Donc nous devons développer, renforcer nos capacités pour cela et on a réalisé que par des échanges entre pairs, on était en mesure donc de renforcer nos capacités. Pour essayer de stimuler l'engagement dans... je m'excuse de vous interrompre, je voulais simplement vous demander, il semblerait que nous ayons quelques difficultés pour vous entendre et que le réseau ne soit pas très bon, le réseau Internet. Est-ce que vous pouvez éteindre la vidéo pour que nous puissions simplement nous concentrer sur l'audio en espérant que cela nous aide à améliorer la qualité du son. Et donc je vous repasse la parole, Julius, et je m'excuse pour vous avoir interrompu dans votre présentation. Je m'excuse, c'est l'interprète qui s'exprime ici, je n'ai plus du tout de son. Donc, c'est Mike ici qui s'exprime. Encore une fois, Julius, je m'excuse de vous interrompre. J'espère que vous pouvez m'entendre. Il semblerait que la connexion Internet soit particulièrement mauvaise. Donc, si vous voulez bien rafraîchir votre navigateur et éteindre votre webcam, de façon à ce que nous puissions essayer de vous écouter sans la vidéo. Je vous remercie, Julius. Laissez-moi juste éteindre et réallumer. Je m'excuse, Brigitte. Je vais essayer de reprendre là où je m'étais arrêtée. Très bien. Je m'excuse pour ce problème technique. Donc je suis prêt à reprendre. Donc, nous avons différentes entités au niveau du pays. L'une d'entre elles certaines d'entre elles donc, sont les entités accréditées. Nous en avons plusieurs au niveau national. C'est-à-dire qu'elles sont accréditées par des entités régionales, voire internationales. Parmi ces facteurs, il est important de comprendre les objectifs au niveau du pays. Et ensuite, on a différents acteurs au niveau du pays qui sont les autorités Je m'excuse, le son est extrêmement mauvais. C'est l'interprète qui s'exprime. Donc nous espérons obtenir développer, formuler une stratégie pour engager différents intervenants au niveau du pays et les engager. Cela vous permettra d'avoir une stratégie globale et d'avoir une influence sur ce qui se passe au niveau national.
Donc il est important d'avoir une stratégie au niveau du pays. Mais il est également important pour nous de formaliser notre engagement en tant qu'organisation de la société civile vis-à-vis de différents intervenants au niveau du pays. Donc quand on formule nos projets et nos engagements, il faut saisir cette opportunité d'être reconnu et d'être coopté au sein de différents comités et formaliser les engagements pour essayer de comprendre comment fournir des informations qui puissent aider à formuler les politiques à venir. Jusqu'à présent, nous avons réussi à atteindre de bons résultats. Je voudrais vous expliquer ce qu'on souhaite obtenir en Afrique avec les organisations de la société civile. Nous voulons faire en sorte que le FVC soit accessible Donc, j'espère que vous m'entendez. Nous voulons que ce FVC soit accessible aux communautés, au niveau local donc. Et nous voudrions également que les processus de fonctionnement donc, du FVC soient simplifiés. Vous savez peut-être qu'en Afrique, nous sommes confrontés à d'énormes défis pour essayer de voir comment nous pouvons informer et également nous faire partie intégrante du processus. Donc les organisations de la société civile voudraient rationaliser donc le travail du FVC de façon à ce que elle puisse contribuer au processus. Donc. Un des projets, par exemple, qu'on a au Kenya, c'est d'élaborer donc une stratégie, une ébauche de stratégie du FVC qui pourra influencer donc l'engagement et faire en sorte que les OSC soient impliqués dans la politique. Encore une fois, nous avons rencontré énormément de défis dans nos projets. L'un des défis principaux, ça a été de faire en sorte que les pays puissent comprendre le rôle des AND, de l'accord AND. Parce que la plupart des pays ne traitent pas donc l'AND comme un bureau, mais plutôt comme une personne. Très souvent, il est très difficile de s'adresser au bureau. Très souvent, si la personne est absente, la personne à laquelle le point de contact est absent, eh bien, plus aucune information ne circule. Donc, on a vu cela dans plusieurs pays. Et les personnes désignées comme point de contact pour le FVC, eh bien, doivent être claires. Il faut qu'il y ait des structures bien définies pour soutenir l'accès au FVC. Et ça, c'est un défi parce que ça prend du temps pour coordonner donc le développement du projet. Et très souvent, les bureaux qui sont chargés donc de ce FVC
bien, il y a une certaine lenteur administrative, je dirais. Donc nous avons également appris un certain nombre de leçons au fil de ce projet, notamment que au niveau du pays, pour les autorités nationales désignées, au niveau des autorités nationales désignées, donc les AND, qui sont les moteurs clés du processus, nous avons beaucoup appris vis-à-vis de la façon dont nous pouvons développer nos relations avec ces institutions pour pouvoir les contacter facilement, mais aussi pour s'assurer qu'on est en harmonie avec le processus. Donc ça, c'est une leçon qu'on a appris au fil de l'expérience. Il est important que, en tant qu'OSC, nous ne devrions pas non plus perdre notre identité. Et il est important de comprendre ce qui se passe au niveau régional et international également, des décisions qui sont prises, et ensuite il faut comprendre que les AND doivent également mettre en place les décisions qui sont prises à un niveau plus haut. Donc il est très important de comprendre le rôle de chacun ici dans le processus, de façon à savoir à quel niveau intervenir ou savoir comment pouvoir accéder à l'information et à qui s'adresser. Pour nous, il est très important de retenir certaines leçons, notamment l'importance de suivre le processus au niveau global et national pour enrichir notre engagement, mais aussi de comprendre un peu mieux les opportunités pour le pays. Et la meilleure façon de comprendre ces opportunités est de s'intéresser aux structures de notre pays et de ce dont on a besoin pour rendre plus facile l'accès au FVC. Et il est important pour nous également de comprendre comment exploiter ces opportunités en exprimant nos voix en tant qu'OSC et faire en sorte que l'on soit entendu. Ces opportunités, eh bien, nous devons les saisir pour insister sur les questions du genre également. Et pour finir, il y a des opportunités dans les pays en voie de développement. Chaque pays doit développer un programme pour le climat, pour bénéficier de ce fonds vert. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'une fois qu'on est en mesure donc de participer à ces discussions, eh bien on est entendu et on peut influencer donc les résultats de ces politiques. Il faut s'assurer que les structures sont mises en place. Et nous devons nous impliquer et impliquer surtout les femmes pour assurer une place au programme d'action en faveur de ces dernières. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que les leçons que je vous ai communiquées ici suite à notre expérience du projet vous auront été utiles. Merci beaucoup. Oui, merci Julius. Et je m'excuse, il y a eu quelques difficultés techniques. Nous ne parvenions pas à vous entendre très bien. Certaines personnes ont pu vous entendre en espagnol et en français. La traduction était plutôt bonne et assez claire. Donc ce que je propose, c'est peut-être de vous enregistrer par la suite
pour que nous puissions capturer ce que vous aviez à nous dire, de façon à ce que nous puissions vous entendre haut et clair par la suite. Donc merci beaucoup Julius. Moi j'ai pu personnellement vous entendre et en particulier les informations que vous avez partagées avec nous par rapport au travail que vous faisiez pour mettre en place des structures pour vous aider à mieux comprendre les AND, pour que les AND puissent comprendre un peu mieux le processus. Ça, c'est un des objectifs, ou ce qui remonte des retours qui nous parviennent concernant donc, le FVC. Et nous avons quelques questions qui ont été soulevées, en particulier à Trinidad et Tobago. Le réseau des femmes posait la question de savoir comment elles pouvaient s'engager pour le FVC. À la fin donc de notre webinaire, après l'intervention d'Andrea, je vous poserai la question de savoir si en tant que OSD, vous avez éventuellement des suggestions pour vos pairs qui souhaitent s'investir, qui souhaitent s'engager auprès donc du FVC. Julius, je vois que vous pouvez répondre et vous connecter. Donc, si quelqu'un souhaite soumettre une question adressée à Julius par rapport à des recommandations pour une organisation qui souhaiterait s'engager et bénéficier du financement du FVC, peut-être pouvez-vous en faire part par le chat. Et j'invite donc Julius à répondre via le chat. Et maintenant, je vais passer la parole à Andrea pour qu'elle nous fasse la prochaine présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez également à l'écran. Je suis Andrea Rodriguez, je travaille pour Fondation Avena. La présentation d'aujourd'hui va se concentrer non seulement sur mon expérience au sein de la Fondation, mais également se base sur mon expérience précédente en tant qu'observatrice active au sein donc d'une OSC et également par rapport au travail que j'ai mené en Amérique latine. Donc ma présentation va s'afficher dans quelques minutes. Je ne la vois pas encore à l'écran. La voici donc. Très bien. Je vais essayer donc de parler de 4 points ou de 4 questions principales. Tout d'abord, je vais essayer de souligner pourquoi il est important de s'engager au niveau national. Je pense que les autres intervenants ont insisté sur l'importance de faire cela. Je vais également partager avec vous mes expériences lors de mes fonctions précédentes et également du point de vue donc d'un accès aux entités de crédit. Je vais également discuter des défis que j'ai rencontrés lorsque je travaillais sur ce sujet et parler également des opportunités, en particulier pour ceux qui souhaiteraient s'engager et bénéficier du FVC. Donc la première chose à dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord je vais vous donner une description ou un petit peu d'informations pour vous expliquer qui nous sommes. Nous sommes donc la Fondation Avena, une fondation d'Amérique latine créée en 1994 qui a été créée pour susciter donc des changements à grande échelle utiles au développement durable, mais en travaillant d'une manière collaborative. Nous espérons avoir donc un impact et espérons d'engager différents intervenants et parties prenantes. Et ça, c'est particulièrement important
pour moi parce que nous essayons de voir comment on peut réunir donc les OSC, le gouvernement également, les chercheurs universitaires pour travailler donc sur les questions de changement climatique sur que nous abordons, qui nous tiennent à cœur. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi il est important donc de s'engager au niveau national. Eh bien, je dirais que l'une des raisons principales, c'est que c'est vital pour l'efficacité de la politique sur le changement climatique, politique internationale. Et si on veut obtenir des résultats transformationnels au niveau des institutions qui financent donc le FVC, eh bien, nous avons réellement une action à mener. Donc, j'ai essayé de le représenter sous forme de triangle parce que pour moi, il y a 3 domaines dans lesquels on peut s'engager. D'abord au niveau international. Donc vous pouvez vous engager avec la politique, les processus politiques. Ça c'est très important. Nous sommes engagés au niveau international, mais vous avez également un rôle au niveau national. Vous devez obliger le gouvernement à implémenter donc les politiques qu'ils ont élaborées, mais pour démontrer la façon dont les projets et les stratégies sont implémentés, vous devez créer des projets et des programmes liés au changement climatique. Et tous ne sont pas forcément liés. Il est très facile pour le FVC de dire oui, nous, on a rempli nos objectifs. Nous, il faut qu'à notre niveau, au niveau national, nous voyons ce qui se passe. Il faut s'assurer que le programme n'est pas simplement financé, mais qu'il mène à l'impact que l'on souhaite atteindre pour notre pays. Nous devons nous assurer que les politiques et stratégies nationales de nos pays prennent en compte donc ces décisions internationales. Peu importe les instruments que l'on utilise, il est important de développer une vision par rapport à ce que vous attendez en tant que pays. Donc, vous devez étudier les opportunités, vous devez décider si vous intervenir au niveau national ou bien si vous voulez cibler des programmes ou des projets qu'un pays est en train de pousser. Et vous verrez dans l'encadré ici certains points que j'ai soulignés, par exemple concernant les solutions ambitieuses pour le climat. Il faut s'assurer qu'on met en place un suivi des solutions. Le changement climatique ne consiste pas simplement à réduire les émissions de carbone. Il faut également qu'il y ait des bénéfices, des avantages tangibles d'un point de vue économique et social. Il faut s'assurer que cela intègre également au niveau de la politique la dimension du genre. Donc il faut regarder et voir comment on peut intégrer et relier tous ces éléments et faire en sorte que cela fonctionne. Donc comment s'impliquer avec le gouvernement? Je vais vous donner 2 perspectives. Je ne pense pas qu'elles soient très différentes. Je dirais qu'elles sont complémentaires. Fondation Navina est une OSC, donc la différence c'est qu'aujourd'hui nous sommes une entité de crédit, donc au niveau régional, et en tant qu'entité de crédit direct, nous devons définir les objectifs et les programmes, pardon. Et donc mon rôle a été de soutenir les processus donc de préparation pour les gouvernements, et on essaye pour cela d'impliquer les gouvernements locaux et de les impliquer au sein de la discussion sur le changement climatique. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il ne s'agisse pas simplement au gouvernement de décider ce qu'on doit faire, mais de faire en sorte que le gouvernement s'implique pour la mise en œuvre donc des NDC. Mais on a également un mandat pour s'assurer que les gouvernements mettent en place matérialisent leurs promesses.
Donc, lors de rôles précédents, j'avais vu des opportunités d'engager le gouvernement, tout d'abord pour travailler ensemble pour concevoir des programmes donc, de changement climatique. Nous devons discuter des cadres pour voir comment on souhaite, pour permettre d'obtenir des résultats. Très souvent, on voit que les gouvernements, surtout dans les pays en développement, ont très peu de capacité en termes de ressources, de temps, de capacité technique, etc. Et souvent, on s'attend à ce qu'ils nous fournissent l'information dont on a besoin et faire en sorte qu'ils se réunissent avec nous, faire en sorte qu'on ait un rôle à jouer dans le processus de décision. Mais on sait que on s'attend aussi à ce qu'ils prennent un rôle actif et donc dans ce cas, les choses ne vont pas évoluer. Donc il est important d'être proactif et de voir comment on peut saisir les opportunités pour s'engager avec eux. Très souvent, on a eu des discussions avec le gouvernement qui s'engagent au sein du FVC pour s'assurer qu'ils peuvent fournir des informations sur le FVC en espagnol. Peut-être qu'un ND devrait le faire dans chaque pays, et ça serait leur rôle de faire cela. De nos jours, certains ne le font pas encore, et pour nous, donc, ce qu'on essaie de faire, c'était de s'assurer qu'ils facilitent notre travail, mais également prennent les rênes de certaines activités que l'on faisait. Donc, c'est assez important aussi quand vous pensez à la surveillance des projets et des programmes. Souvent, nous avons vu que quand un projet est conçu, qu'il a été évalué et qu'il est prêt à être approuvé par le Conseil, c'est difficile ensuite de changer les caractéristiques d'un projet. On essaie aussi d'avoir des éléments en place que les OSC souhaitent, la société civile souhaite voir, la participation des parties prenantes, une bonne évaluation du genre, une bonne protection des droits de l'homme. C'est toujours une question de temps. Et je sais que ça fait partie des défis, parce que c'est très difficile de savoir parfois si le développement fonctionne bien. Même nous, on ne sait pas à quel stade sont les gouvernements en ce qui concerne la conception d'un projet. Mais si vous pouvez vous engager avec le gouvernement et voir à quel stade un projet est et quelles sont les opportunités pour s'impliquer, donc être impliqué dans cette conception de projet, ça peut aider. Une autre recommandation, c'est aussi comprendre les besoins, les capacités et les limitations, les limites d'un pays en particulier. Souvent en Amérique latine, on a vu que beaucoup de pays n'ont pas vraiment de capacité technique, de temps, de ressources. Parfois, il y a une personne qui gère différents problèmes, différents mécanismes financiers ou portefeuilles. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour cette personne de pouvoir vraiment attirer l'attention des autres acteurs dans la société également. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut par rapport aux politiques, de l'aide par rapport à la politique, par rapport à l'évaluation technique pour une question en particulier qu'on veut dans un projet. Donc c'est bien d'être non seulement proactif, mais aussi voir où le soutien peut être efficace. Certains défis. Donc j'ai mis les défis en termes politiques, mais aussi les défis en ce qui concerne la conception du projet et du programme. En ce qui concerne la politique, c'est qu'on parle avec les sociétés civiles et on a accès à des informations. C'est difficile de définir la bonne stratégie ou toute stratégie si vous ne savez pas ce qui se passe. Je crois que le FVC a fait beaucoup de progrès en s'assurant que les informations soient disponibles un peu avant les réunions du Conseil, par exemple, mais parfois ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est un défi en soi. Dans certains pays, vous avez peut-être des mécanismes pour demander des informations
Mais on doit continuer à travailler là-dessus pour s'améliorer. Comme j'ai dit aussi, c'est bien que tout soit fait dans les temps. Il faut voir quand est le bon moment pour parler d'une question en particulier. Si vous voulez vous assurer, par exemple, qu'il manque quelque chose dans un projet, que ça doit être inclus, vous devez essayer de modifier la structure, identifier les bons acteurs, c'est essentiel également, et aussi les capacités et la division aussi des responsabilités qu'il y a dans un pays. Qui est la bonne personne? Qui va prendre en compte le message que vous souhaitez communiquer? Parfois, les AND, ce ne sont pas toujours les personnes qui créent ces projets, ce sont les personnes qui disent si une idée de projet est suffisamment bonne ou pas et s'ils vont soutenir ou pas, mais parfois vous devrez aller au ministère de l'Environnement et voir que les gens qui s'occupent des projets, c'est eux qui auraient une influence ou ils auraient besoin de soutien, etc. Donc c'est assez important de comprendre ça, les différents rôles et les différentes responsabilités. En ce qui concerne la création d'un projet, la conception d'un projet, après notre expérience dans la conception de projets et de programmes, donc la conception de projets est chronophage absolument, et avec plus de capacité et de ressources pour les petites entités, ça prend beaucoup de temps. Les capacités sont souvent limitées. Et quand je parle des capacités, je ne parle pas que concernant le changement climatique, mais pour s'assurer aussi qu'on peut vraiment une approche spécifique par rapport aux différentes questions. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ait bien une évaluation des genres? Comment est-ce qu'on s'assure que le projet est aligné avec les droits de l'homme? Quels sont les avantages, etc. Et c'est difficile de trouver une institution qui a tout ça et d'avoir une équipe en place pour avoir cette vision par rapport à comment à quoi un projet devrait ressembler, etc. Donc les capacités peuvent être limitées, effectivement, et ça c'est un des défis dans nos institutions. Les ressources sont nécessaires aussi pour trouver les bonnes solutions. Si vous êtes impliqué dans la conception de programmes, parfois ça coûte de l'argent et les institutions n'ont pas forcément les ressources pour se charger de ça. Aussi avoir un processus, par exemple, de consultation avec les parties prenantes ou faire une évaluation des genres aussi. Ce sont des éléments auxquels nous devons penser pour voir quelle serait une bonne stratégie quand on identifie ces défis. Et l'élément que j'ai mentionné aussi, c'est d'avoir une approche interdisciplinaire en ce qui concerne les solutions climatiques pour avoir des solutions efficaces. Enfin, les opportunités pour ajouter de la valeur. Tout d'abord, le fait que le changement climatique, c'est vraiment une question très importante et il y a tellement de composants différents, d'éléments différents. Vous pouvez donc soulever des questions qui ne sont pas toujours visibles. Comme on a mentionné, les gens qui signent les projets, les programmes, n'ont pas la capacité d'avoir une approche transversale par rapport à quelle serait la bonne solution. Donc s'il y a des questions qui ne sont pas visibles pour eux, c'est une opportunité pour soulever ces questions et aussi l'occasion aussi de faire de meilleures politiques et de meilleurs projets. Si vous êtes vraiment engagé dans la conception et la surveillance et dans tout ça, ce sera mieux pour le résultat de ces projets. Aussi pour renforcer les capacités parmi les parties prenantes et les institutions au niveau national. Julie a parlé de ce qu'ils font en Afrique. Mais si on pense aux défis auxquels nous devons faire face, au moins en Amérique latine, si on pense à nos institutions, nos gouvernements, on n'a pas suffisamment de capacité
pour faire face à ces défis. Donc si on peut contribuer pour renforcer ses capacités, c'est toujours ça de fait. Enfin, une des opportunités principales qu'on voit pour Fondation Avina, c'est d'instaurer la confiance et encourager des relations qui peuvent faciliter l'action collective. Donc, les parties prenantes les plus importantes et apporter donc les solutions qu'on recherche en ce qui concerne le changement climatique. Sur ce, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté ma présentation et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci Andrea. C'est très utile et intéressant de voir les mêmes recommandations qui sont connectées à travers différentes régions. Et comme ça, vous voyez l'importance de comprendre tout le contexte d'un pays et toutes les analyses de situation par rapport à quoi ressemblent les flux financiers dans ce contexte, comment est-ce qu'on apprend à les connaître en tant qu'acteur. Je trouvais que c'était des recommandations très intéressantes que vous avez faites par rapport à comment s'engager avec les gouvernements et comme une stratégie. C'est souvent différent pour différents groupes et dans différents pays. Les stratégies que vous pouvez utiliser pour vous engager avec les différents gouvernements, ça dépend d'où vous êtes, mais souvent la stratégie derrière ce rôle technique de soutien, être capable de fournir des ressources et des outils et de donner un feedback au gouvernement qui n'aura peut-être pas accès à certains outils ou ressources. Ça pourrait aider à instaurer la confiance et créer des relations pour faire des choses innovantes avec la société civile. C'est l'une des recommandations principales que j'ai fait à des parlementaires à qui j'ai parlé il y a quelques semaines. L'opportunité qu'il y a dans le contexte de du financement climatique pour s'engager dans des partenariats avec des organisations menées par des femmes au niveau local, pour penser à quelles solutions il pourrait y avoir par rapport au climat et qu'on pourrait donc mentionner pour créer des opportunités pour faire en sorte que les flux financiers aillent dans différentes directions. Et je crois qu'une des questions principales qui a été posée ici, et Julius a donné une réponse que je vais lire maintenant, et je pense que c'est une bonne question pour commencer le dialogue. Donc, quelles sont les astuces si vous êtes un réseau pour définir donc un rôle quand vous pensez à l'engagement dans le financement climatique, quelle est la première étape? Je pense que c'est important de voir donc quel est le contexte large et quelles sont les stratégies qui ont été utilisées, quelles sont les astuces pour être engagé. Et Julius a dit que c'est important de comprendre comment le processus national FBC fonctionne, où en est le pays en termes de travail FBC, quelles sont les structures, s'il y en a qui sont en place, telles que l'autorité désignée au niveau national. Vous pouvez trouver les informations sur le site, mais il y a d'autres groupes de société civile qui ont travaillé pour fournir des outils aux acteurs au niveau local pour faire des recommandations sur les prochaines étapes. Un des autres points que vous avez mentionné aussi, Andrea, c'est que quand on comprend le contexte de comment le processus doit fonctionner, c'est important aussi de comprendre où la prise de décision a lieu, dans quel ministère, ou est-ce que c'est une entité accréditée qui conçoit ces projets, s'ils ont la capacité pour l'engagement des parties prenantes et qui est engagé, et si ce n'est pas le cas, quelle est la stratégie pour s'assurer que les parties prenantes ou les groupes spécifiques soient impliqués. Je sais que Dan avait aussi demandé à Julius pour le travail en Afrique, comment est-ce qu'on pourrait être impliqué, et Julius a donné son adresse email, et il y a d'autres structures aussi desquelles on pourrait parler par rapport aux listes d'emails. Les gens cherchent vraiment des réponses. Donc je pense que c'est une bonne question pour Andrea et Titi. Si vous souhaitez, vous pouvez lever la main en fait si vous souhaitez répondre d'abord, ou sinon on donne la parole à Titi pour que ce soit plus simple. Quels sont
les astuces que vous aurez pour les groupes ou entités qui pensent à comment ils devraient s'engager dans le financement climatique. Quelles seraient vos recommandations, les prochaines étapes au sens large, mais aussi au niveau pratique? Donc, je vais donner la parole à Titi. Oui. Alors, tout d'abord, vous devez savoir où est l'AND pour le financement climatique dans votre pays. En Indonésie, il y a beaucoup de restructuration à cause du fait qu'il y a beaucoup de changements au sein du gouvernement. Mais quand on sait où sont ces éléments, on leur envoie un email en leur disant on veut savoir ce qu'ils font, quelles sont les mises à jour, etc. Donc on a commencé à les appeler et ils se sont mis d'accord pour se retrouver et ensuite on a commencé à partir de là et on les a informés aussi qu'on est en train de surveiller le FSC et qu'on est engagé au niveau du conseil, etc. Mais d'un pays à l'autre, tout est différent. Même en Indonésie, c'était au niveau présidentiel avant et c'est donc le Conseil national pour le changement climatique. Donc ils sont au courant des activités des OSC. Mais avec les nouvelles structures, les AND et le ministère de la Finance, qui ne connaît pas le travail de l'OSC, donc c'était plus difficile d'avoir accès à cela. Donc je suis allée au Vietnam pour avoir une discussion. J'avais un objectif, c'était de rencontrer le personnel d'AND là-bas et je les ai rencontrés. Et pendant cette interaction sur 4 jours, on a initié la discussion et pour poser des questions aussi sur comment engager, impliquer la société civile et ils ont donné beaucoup de contributions par rapport à leurs équipes et comment ça devrait fonctionner. Donc, ça dépend des pays, c'est différent d'un pays à l'autre, mais la communication directe est importante parce que ça montre qu'on est sérieux. On est aussi ouvert au dialogue avec eux parce que dans certains pays, c'est pas possible de parler avec le gouvernement, avec le fonctionnaire gouvernemental. Donc, je vous donne la parole, Andrea. Oui. Merci, Titi. Je suis d'accord avec vos recommandations de s'engager avec les AND ou d'autres décideurs au niveau national. C'est assez important. On l'a toujours fait et ça varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, on est reçu positivement. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est comme ça qu'on commence. Je dirais aussi que si on voit aussi le FSC, les complexités, les différents problèmes auxquels le FSC doit faire face, ils doivent gérer différents problèmes. Ce serait bien peut-être de choisir une question. Quelle question vous souhaitez soulever et dire que le FSC essaie de régler cela. Donc par exemple, je ne sais pas, la participation des parties prenantes, quelles sont les politiques, comment est-ce que l'AND prend en compte les politiques qui sont décidées au niveau du Conseil, qu'est-ce qui est mis en place au niveau national pour être conforme aux règles qui sont décidées par les FBC, pour qu'il n'y ait pas trop d'informations, parce que je sais que le FBC, ça peut être assez compliqué.
si vous voyez tout l'ordre du jour pour les différentes réunions, il y a tellement de questions à soulever. C'est difficile d'avoir un avis parfois et de tout savoir. Donc, il faut choisir une question et aussi un niveau. Les décisions au niveau du conseil et ce que le conseil doit décider, il faut que c'est un rapport avec ce qui se passe au niveau national, mais en même temps, le focus est différent. Donc, si vous travaillez au niveau national et que vous souhaitez travailler sur la compréhension et vous êtes assurance que l'AND est suffisamment fort pour soutenir ses rôles et vous pouvez comprendre les rôles de l'AND, mais si vous inquiétez par rapport aux projets qui sont financés dans votre pays, peut-être que vous devez donc identifier dans ce cas quelles sont les entités accréditées dans ces projets et ensuite essayer de vous engager avec ces entités et voir quand il y a une opportunité pour contribuer dans la phase de conception ou s'il y a l'opportunité aussi d'envoyer des commentaires. Ce serait important d'essayer de définir où vous souhaitez prendre action. Et ensuite, quand vous familiarisez avec le processus, vous aurez de plus en plus d'objectifs à atteindre. Je vous redonne la parole, Brigitte. Merci. Donc, juste un commentaire avant de parler des autres manières. On va donc demander à tout le monde de rester en ligne pour l'instant. Quand on a commencé le webinaire, on parlait des différents niveaux d'engagement et le besoin d'avoir une analyse approfondie à tous ces niveaux. Tout d'abord, si on a une approche et qu'on essaie de créer une autonomie dans un domaine, comment est-ce qu'on fait le plaidoyer technique, comment est-ce qu'on crée les réseaux? Et je crois qu'on a beaucoup parlé ici. Comment est-ce qu'on s'assure qu'en tant que société civile, on est dans les bons domaines, en tant qu'acteurs locaux, afin de se connecter avec ces décideurs et aussi pour connecter avec le processus en général, afin de surveiller la mise en œuvre, analyser les projets et proposer des politiques qui devraient être mises en place. Dans ce contexte de surveillance, bien sûr, et Andrea, vous avez parlé de ceci également, est-ce que vous avez des recommandations ou est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment un rôle ou la possibilité pour les acteurs locaux de jouer pour qu'ils puissent jouer un rôle dans la conception d'idées par rapport à comment ces fonds sont utilisés plutôt que d'être juste solides et créer un réseau coordonné pour surveiller la mise en œuvre, mais vraiment faire partie de la phase de conception. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au FVC qui vous fait penser que c'est plus davantage possible? Est-ce qu'il y a des astuces aussi par rapport à comment on peut se concentrer sur l'engagement? Comment est-ce que ça peut être... Qu'est-ce qui peut être financé, en fait, au Fonds vert pour le climat? Je vais donner la parole à André, et ensuite à Titi, et ensuite, si vous avez d'autres derniers commentaires à faire, n'hésitez pas. Merci. Oui, c'est une très bonne question, et je dirais que toutes les stratégies sont bienvenues. Donc, on a besoin d'une coordination au niveau large pour s'assurer qu'on surveille bien le fait qu'on contribue à différentes activités, mais il faut que les gens travaillent aussi au niveau de la conception ou analysent les différents niveaux de projet pour voir où on peut contribuer à cette conception. Un domaine en particulier où je vois qu'il y a des opportunités pour la société civile de s'engager, c'est de voir dans les pays où vous souhaitez vous engager, où est-ce qu'ils en sont dans leur programme pays. Beaucoup de pays ont reçu des ressources du FVC afin d'avoir un processus où ils peuvent décider des projets ou du portefeuille de projets qu'ils aimeraient qui soient financés par le FVC. Beaucoup de pays prennent le temps pour en discuter avec les différents acteurs pour voir si ce sont les bonnes idées pour le pays, mais en même temps, ils essaient d'avoir un processus inclusif et pour s'assurer que le programme, finalement, est dirigé par le pays
et que les parties prenantes participent. Certains pays sont en train de finaliser le processus, mais il y en a qui n'ont pas encore commencé. Donc peut-être que vous pourrez voir si leur pays est déjà dans ce processus et si c'est le cas, demander de faire partie de la conception de ce programme. Ce serait une bonne occasion. Je vous redonne la parole, Bridget. Titi, je vous donne la parole si vous avez des derniers commentaires à faire. Donc, pour la diffusion d'informations avec l'OSC, en ce qui concerne le plaidoyer, mais aussi pour les subventions les financements pour les activités de proximité. Ensuite, le besoin d'information. On leur parle aussi des AND. On met en place un réseau basé sur les activités de diffusion en ce qui concerne le plaidoyer et afin de renforcer l'accès local à l'AND et FVC. Et on se présente aussi, comme j'ai dit avant, à l'AND en disant qu'on est le réseau qui travaille sur le FVC parce que ils ne connaissent que les consultants. Donc, il y a beaucoup de travail. L'AND devrait faire ce travail de diffusion. Ils ne savent pas comment le faire. Parfois, c'est limité par les banquiers dans les grandes villes, mais pas pour atteindre la communauté, les groupes communautaires qui ont vraiment besoin des fonds ou des groupes qui travaillent sur le financement climatique. Donc, ce sont les stratégies que nous mettons en place. Le dernier commentaire, c'est que le plaidoyer sur le financement climatique, c'est pas un travail facile. C'est chronophage et ça coûte cher aussi à cause des réunions. Et chronophage parce que on doit avoir beaucoup de communication, mettre en place les projets politiques, etc. Mais ça doit être fait, vous savez. Surtout le renforcement de l'engagement local au niveau national. Parce qu'on doit se rappeler que pour le FVC, les fonds sont pour les personnes qui sont affectées par les changements climatiques. Donc on doit s'assurer que les fonds soient vraiment pour eux et pas pour d'autres institutions qui ne sont pas touchées par ça. Donc, essayez donc de se rappeler de ça. Ça doit être fait. Donc voilà, je vous redonne la parole, Bridget. Merci. Donc il nous reste 1 minute. Julius a pu revenir vers nous. Je crois qu'il a confirmé le fait que beaucoup des recommandations que Andrea a mentionnées en termes de l'engagement au niveau local dans la conception de projets a bien fonctionné. Andrea aussi a eu de très bonnes recommandations pour voir donc la programmation au niveau des pays, qu'il y a différents niveaux aussi pour être impliqué dans le projet, et la remarque finale de Titi pour se rappeler de comment on fait ça, même si c'est beaucoup de travail, et souvent je crois que en tant que personne qui fait le plaidoyer, on peut avoir l'impression qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie et d'argent pour s'engager dans des processus qui peuvent être difficiles à changer. Donc, c'est pour ça que c'est très important
on fasse ce travail de manière systémique pour donc s'engager à différents niveaux et vraiment comprendre quel rôle peuvent jouer les acteurs locaux, comment est-ce qu'on peut créer des solutions innovantes. Ça fait vraiment partie de ce programme, ce petit programme que nous avons. Essayer de fournir ces opportunités de discussion, de partage des connaissances. On a eu aussi des sessions assez pratiques comme celle-ci, l'engagement des acteurs locaux sur l'accréditation. On espère qu'à l'avenir, on aura aussi des discussions plus larges sur où il y a des opportunités pour changer à différents niveaux. Je voudrais juste vous rappeler que si vous êtes une organisation qui est intéressée dans le Fonds vert pour le climat et aussi d'un point de vue féministe aussi, on a aussi des systèmes de surveillance en Amérique latine, en Afrique et en Asie pour essayer de créer des feedbacks au niveau régional, au niveau des groupes, au niveau des régions. Et si vous souhaitez participer dedans, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Vous pouvez m'envoyer un email à moi-même. Et après ce webinaire, on vous enverra les liens aux vidéos en français, espagnol et anglais. Et vous aurez aussi des exemplaires des présentations ainsi que toutes les présentations précédentes. Et on partagera aussi des ressources qui ont été créées ces dernières années concernant comment s'engager en tant qu'OSC, dans la FPC aussi, les publications nouvelles dont j'ai parlé par rapport aux recommandations. Je crois qu'il y en avait 6 sur comment s'engager avec les acteurs locaux et le Fonds vert pour le climat. Je n'avais pas oublié aussi votre question concernant le potentiel pour prioriser les projets au niveau local. Je crois que c'est le genre de plaidoyer, de recommandations de plaidoyer. C'est peut-être une des recommandations dans cette publication et c'est quelque chose auquel on peut essayer de réfléchir quand on vous enverra un email après. Donc, on a 2 minutes de retard. Je voulais juste vous remercier, tous les participants qui sont venus de différents fuseaux, qui sont dans différents fuseaux horaires et pour certains, il est très tard et ils ont des problèmes techniques, etc. Donc voilà, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à la réunion. On va vous envoyer ces ressources dès que possible et merci aux interprètes, à Mike aussi et à tous ceux qui nous ont aidés à mettre en place cette réunion. Passez une bonne journée où que vous soyez et on sera en contact bientôt.